C'est maintenant le moment des trophées de l'innovation managériale. Vous allez voir 6 projets, très différents les uns des autres, qui vont vous être présentés. Et je vous invite à bien les écouter parce que c'est vous qui allez déterminer les lauréats. Je vais expliquer comment ça va se passer. Il y a 6 projets. Vous aurez en retenir 4. Donc on va vous présenter les 6 projets un par un. Vous allez les écouter, puis après vous allez voter. Et donc j'appelle à venir me rejoindre Lucie Cabréjo, Élodie Davril, Jocelyne Semama, Muriel Charmeau, Sophie Adjar et Gérard Martinez. Vous pouvez bien me rejoindre, s'il vous plaît. Venez donc. Oui, je crois qu'ils méritent vos applaudissements. Vous allez voir, c'est des projets super, très différents les uns des autres. Venez me rejoindre. Prenez votre... Allez-y doucement, vous. C'est pas le moment d'avoir un accident. Non, vous êtes toute seule pour l'instant. Bien, merci. Excusez-moi, merci à tous ici. On va donc commencer par Lucie Cabréjo. Est-ce qu'elle est là, Lucie? Merci. Vous allez prendre... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez donner le micro, s'il vous plaît? Donc, vous intéressez à l'éducation thérapeutique pour les soignants. Vous avez quelques minutes pour nous proposer votre projet. Allez-y, nous raconter. Je suis désolé, j'essaie de tenter de compter, mais on vous fait confiance. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour à tous et à toutes. Alors du coup, j'étais venue avec Caroline Julliard pour présenter le projet, si c'est possible, puisqu'on était deux. Vous êtes tous, il n'y a pas de place. Allez-y. Okay. Donc moi, je suis Lucie Cabréjo, je suis neurologue, et donc je suis accompagnée de Caroline Julliard, qui est juste à côté, qui est faisant fonction de cadre dans le service de neurologie à Bichat. Et en fait, on voulait vous proposer un programme formidable, qui ne nécessite quasiment aucun matériel et qui peut se mettre en œuvre très rapidement. Nous vous proposons d'appliquer les outils de l'éducation thérapeutique aux soignants. Alors en fait, ça s'est passé dans le service fin 2017 avec un moment de tension et de crise au sein de l'équipe. C'était multifactoriel, il y a un manque de personnel, un manque de matériel et il y avait une vacance d'un poste de cadre supérieur de santé. Et donc à ce moment-là, nous avons utilisé les techniques d'animation de groupe et des outils de l'éducation thérapeutique comme le métaplan ou la présentation inverse, ce qui a permis de favoriser la communication entre les agents. Ça a permis d'améliorer l'écoute et de réfléchir à la motivation de chacun. Donc ces réunions ont été, comme dans l'éducation thérapeutique, multidisciplinaires. Finalement, l'objectif du prendre soin de soi pour les équipes a permis de réfléchir à un projet commun sur les douleurs chroniques du dos des agents dans le service. Et nous avons réalisé une vidéo collective sur ce projet qui a répondu à un appel d'offres pour améliorer la qualité de vie au travail. Il a donc été récompensé, ce qui nous a permis de commander du matériel qui est plus adapté à nos besoins. Nous avons pu aussi réfléchir sur le staff du service et comment l'améliorer en faisant participer tous les agents. L'objectif serait de continuer ce travail avec la construction d'ateliers pour les soignants en relation avec la médecine du travail, les rééducateurs ou les rhumatologues. Car finalement, quand on y pense, l'amélioration de la qualité de vie au travail commence par envisager les problématiques chroniques des soignants. Et finalement, ces problématiques, elles sont souvent toutes les mêmes dans tous les services de l'AP. On peut tout à fait imaginer réfléchir et travailler sur la fatigue, les douleurs, le manque de communication et le cloisonnement, les représentations du travail de chacun, et puis aussi qu'est-ce que la motivation au quotidien. Puisque je vous le rappelle, l'ETP, la finalité de l'ETP, c'est d'aider les patients à comprendre leur maladie et leur traitement, à collaborer ensemble et à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le but de les aider à maintenir et à améliorer leur qualité de vie. Donc ça, c'est la définition de l'HAS 2007. Donc nous avons transposé ces idées sur l'éducation thérapeutique et ces méthodes pour notre problématique d'équipe. Et c'est bien aider les soignants à comprendre leurs difficultés, à collaborer et à assumer leurs responsabilités dans le but d'améliorer la qualité de vie au travail. Donc ces techniques offrent un vrai moment précieux qui permet de prendre du recul et la mise en place de l'autocritique constructive. Et je crois que c'est ce qui nous manque souvent. On pourra aussi impliquer des patients partenaires ou représentants des usagers pour élargir notre point de vue et se recentrer sur les difficultés rencontrées par les équipes. Donc le projet, ce serait de construire un programme d'éducation thérapeutique pour les soignants en abordant toutes ces thématiques. Un programme qui pourrait être proposé à toutes les équipes de la PHP et qui pourrait se construire grâce à l'ensemble des agents diplômés en éducation thérapeutique sur la PHP s'ils le souhaitent. Nous pourrions évaluer l'impact de telles actions en termes de pénibilité au travail, douleur, niveau de stress des agents, mais aussi effets positifs sur la cohésion d'équipe, l'instauration d'une culture ETP, les connaissances et les demandes de formation des agents. Et il y aurait également très probablement un impact
intéressants sur les patients, avec une amélioration de l'accès aux informations, amélioration des connaissances de leur maladie et amélioration du ressenti lors du passage à l'hôpital. Donc en conclusion, l'éducation thérapeutique, ça marche pour les soignants. Prendre soin de soi, c'est aussi vrai pour les soignants. C'est un projet transposable à toutes les équipes, un projet transversal et multidisciplinaire, et qui peut se mettre en place rapidement. Merci. Oh là là. Regardez, timing parfait, c'est magnifique, vous voyez que vous êtes arrivé. En tout cas, bravo Lucie pour ce beau projet. Je vais demander maintenant à Élodie d'Avril de venir présenter son projet donc sur les ateliers de simulation cardio-respiratoire au sein d'une unité hospitalière. On vous écoute, allez-y Élodie. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Élodie d'Avril, je suis cadre de santé à l'hôpital Saint-Louis dans le service de cancéro-radiothérapie. Le projet que je vais vous présenter est venu d'un besoin exprimé par les médecins du service qui ne se sentaient pas très à l'aise le week-end en garde, qui avaient peur de se retrouver face à des situations de réanimation, car leur formation datait un peu, et également un souhait exprimé par le personnel paramédical de revoir la réanimation en équipe. Donc, ce projet a été monté en collaboration avec le docteur Johan Thiegam, qui est médecin aux urgences de Saint-Louis. Et nous avons choisi d'organiser des ateliers de simulation de réanimation cardio-respiratoire in situ dans le service. Donc, ces ateliers ont eu lieu au nombre de 6. Ils ont duré chacun 2 heures. Ils ont eu lieu dans une chambre du service en conditions réelles. Ils ont tous eu le même format. Donc, nous avons commencé par des simulations de 20 minutes par groupe de 3 à 5 personnes, médecins, infirmiers, aides-soignants, sur des mannequins prêtés par le département d'anesthésie de l'hôpital. Et chaque personne dans l'atelier jouait son propre rôle. Évidemment, tout le matériel du service a été utilisé, que ce soit le chariot d'urgence, le défibrillateur, les sondes d'intubation, les ampoules d'adrénaline, tout a été utilisé en conditions réelles. Donc, ces simulations qui duraient une vingtaine de minutes ont donné lieu, après un débriefing, à une analyse de pratique collective pour permettre d'analyser les difficultés, les freins, ce qui avait conduit parfois à l'échec des réanimations et au décès de nombreux patients, enfin de nombreux mannequins. Ça vaut mieux. Ensuite, nous avons organisé des cours, évidemment, à l'issue de ces simulations, un cours théorique présenté donc par le docteur Thiegem pour revenir sur les bonnes pratiques de réanimation. Et enfin, nous terminions par la distribution d'une plaquette récapitulative et du questionnaire de satisfaction. Au total, nous avons pu former les 30 agents du service, donc, parce que la formation, évidemment, pour eux était obligatoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons pu former également 11 docteurs, donc de l'interne au PUPH. Tous sont venus, car tous se sentaient concernés. Et donc, c'était une formation collective. Nous avons également formé la secrétaire médicale, la psychologue. Tout le monde s'est pris au jeu et s'est investi dans ces ateliers. Les difficultés rencontrées lors des simulations étaient principalement le retard de mise en œuvre du massage cardio-respiratoire, le manque de connaissance du matériel dans le chariot d'urgence par les aides-soignants, l'oubli dans la précipitation du téléphone du réanimateur de garde et des défauts de communication parfois au sein des groupes. Donc, juste à l'issue de ces ateliers, nous avons pu mettre en œuvre immédiatement des axes d'amélioration, notamment la réfection du chariot d'urgence en binôme maintenant, qui se fait infirmière et aide-soignante, afin que les aides-soignantes connaissent bien le matériel dans ces chariots d'urgence. Nous avons également affiché sur tous les postes téléphoniques le bip du réanimateur de garde, afin que même dans la précipitation, on n'oublie pas son numéro. Les questionnaires de satisfaction nous ont permis de constater que cette formation avait été bénéfique et extrêmement appréciée par le personnel, puisqu'en moyenne, nous avons eu 9,8 sur 10 sur les questionnaires, et nombreux ont sollicité le fait que nous réitérions l'expérience une fois par an. Donc voilà, pour finir, je dirais que l'objectif initial était de sécuriser les pratiques soignantes. Il était aussi de permettre à l'équipe de développer des réflexes et des automatismes sur les réanimations. D'un point de vue managérial, pour moi, c'était aussi l'occasion de travailler sur la cohésion d'équipe, sur le fait de travailler infirmières, aides-soignantes, médecins, des équipes de jour, des équipes de nuit, tout le monde ensemble. C'est vrai que pour nous, ça a été un très beau projet. Et voilà, il me reste 9 secondes, donc je vais remercier l'encadrement supérieur de mon pôle qui m'a soutenu et accompagné dans ce projet. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin de séminaire. Merci beaucoup. Merci Élodie. Et bravo également. C'est Jocelyne Semama maintenant qui va prendre la parole. Allez-y Jocelyne. Donc vous allez nous parler de l'optimisation de la prise en charge orthopédique des patients au sein de APHP.5. Exact. Donc bonjour à tous.
Le projet part... Jocelyne, mettez bien le micro. Ah, pardon. Le projet part du constat que la prise en charge des patients âgés de plus de 75 ans concernés par une urgence orthopédique pour fracture du col du fémur peut être améliorée au sein du nouvel ensemble Paris.5, APHP.5, par une meilleure coordination des acteurs impliqués. Quand je dis acteurs impliqués, cadres, soignants, infirmières, aides-soignantes, médecins, gériatres, chirurgiens orthopédiques. Et ça sur plusieurs sites. Le projet vise à fluidifier le parcours du patient en réduisant le délai d'attente préopératoire. Le délai est fixé à moins de 12 heures pour une prise en charge d'un patient reçu aux urgences, avec un circuit d'aval parfaitement adapté grâce aux unités spécialités existantes orthogériatriques, une unité post-opératoire gériatrique et un SSR de rééducation gériatrique. La collaboration des équipes paramédicales et médicales depuis novembre 2017 a permis de construire un parcours de soins mis en place depuis novembre 2018. À ce jour, nous comptons, depuis le 31 octobre, 13 patients qui ont pu bénéficier de ce parcours simple et surtout en toute sécurité. Le circuit s'organise autour de 3 axes, de 3 étapes majeures. Le patient est reçu aux urgences de Georges Pompidou et juste après la prise en charge opératoire et le suivi médical au sein d'une unité de soins dédiée à Cochin, l'unité de post-opératoire gériatrique, puis ensuite un service de rééducation sur Corentin-Selton avant un retour à domicile. Ce parcours patient intersites est rendu possible par la volonté des acteurs de travailler en synergie au bénéfice des patients et grandement facilité par la création d'une gestionnaire de parcours que nous avons pu organiser. Et c'est un collaborateur ressource dans l'organisation de chaque étape de ce circuit. Ce parcours de soins assure la sécurité et la qualité de prise en charge des patients de plus de 75 ans atteints d'une fracture du col du fémur sur Paris.5. C'est quand même assez novateur. Nous avons réussi à faire travailler les chirurgiens, les gériatres de deux sites différents. Avec Corentin, ça fait 3. Et c'est vraiment très, très important pour nous. On a mis 1 an à le faire, mais pour moi, c'est très important parce que on arrive à se parler, on se voit régulièrement maintenant, on réévalue, parce que c'est tout nouveau pour nous, et on se voit à peu près toutes les 3 semaines. On organise aussi des plaquettes, on va proposer des plaquettes aux patients, d'où la nécessité de la gestionnaire de parcours qui a un DU d'éducation thérapeutique et qui va rencontrer les patients au sein des unités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jocelyne. Muriel Charmot, c'est à vous. Vous allez nous parler de la communication aux familles. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis Muriel Charmot, je suis cadre en réanimation et surveillance continue à Necker Enfants Malades. Je parle pour une équipe composée de 21 membres des professionnels de 2 réanimations. On s'est mobilisé pour travailler sur le thème de la communication aux familles. Donc, qui parmi vous n'a jamais eu à gérer une communication difficile, l'annonce d'une mauvaise nouvelle, la tristesse, l'incompréhension, parfois l'agressivité d'un patient ou d'une famille? Nous nous accordons tous à dire que la communication est un facteur de satisfaction ou d'insatisfaction important et qu'elle permet, si elle est bien faite, d'améliorer le ressenti et le vécu du séjour à l'hôpital. Or, elle reste un peu enseignée en France, très peu enseignée en France dans le domaine de la santé, où, malgré son enseignement, les soignants se sentent peu préparés à ces situations. Nous, cadres, sommes sollicités souvent vers 18h, ou le week-end d'ailleurs, mais pas que. Aussi, au sein d'un groupe multidisciplinaire, qui s'appelle Communication et simulation en pédiatrie, composé de cadres, de paramédicaux, de médecins et de psychologues issus de 2 réanimations de l'hôpital Necker. Nous avons pour objectif de faire progresser les formations interdisciplinaires à la communication avec les familles. Comment envisager les choses? C'est la question qui s'est posée. Un livret, des recettes toutes faites, un cours magistral en amphi?
Non, c'est tout le contraire. Cette formation faite par des soignants pour les soignants devait être concrète. Il fallait qu'elle parle à chacun des professionnels. Après un brin de théorie, quel meilleur outil pédagogique que la simulation? Un apprentissage pratique dans un environnement réaliste, sécurisé, sans risque pour le patient et sa famille. Tout ce que permet la simulation. En pratique, les professionnels sont immergés en équipe de 2 ou 3 dans un scénario inspiré d'une situation réelle face à des parents simulés. Ce sont des clowns, en l'occurrence, qui sont acteurs aussi, dans une situation de communication difficile, et ce, au plus proche de leur quotidien. Mais cette simulation n'est qu'un prétexte. Prétexte à un temps d'échange professionnel, riche, en équipe, avec les parents simulés, donc les clowns, et les psychologues, permettant un feedback immédiat. Ce retour que les équipes n'ont quasiment jamais en pratique. Enfin, sauf quand ça va très mal. Là, on débriefe ensemble. Donc, cette formation améliore la confiance et la cohésion des soignants dans ces situations difficiles, mais tellement humaines. Une action qui permet d'engager des paramédicaux en recherche et vers la simulation. Votre soutien permettra de valoriser une co-innovation managériale, paramédicale comme médicale. Sont-elles si nombreuses? Vous pouvez tout cela. Nous souhaitons ensemble placer l'humain et l'écoute au cœur de la relation parent-soignant en permettant à chacun de réfléchir à sa propre communication. Se rapprocher les uns des autres. En somme, pour nous, communiquer, c'est soigner. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Sophie Ajar, maintenant. Vous allez nous parler, vous, du patient coordonné avec 0 papier. Racontez-nous ce que vous avez Bonjour lancé. à tous. Donc, moi, je suis Sophie Ajar. Je suis cadre sur l'hôpital Cochin en service de gastro-entérologie et plateau technique d'endoscopie. Donc, ce projet 0 papier est né en fait suite à ma prise de poste il y a 1 an et demi sur le service, où suite à différents arrêts, comme vous connaissez tous, je me suis retrouvée en fait à aller chercher des dossiers. Donc, il faut savoir que le parcours de soins sur l'endoscopie est multidisciplinaire, avec un patient qui voit en consultation un médecin, il y a une programmation de l'acte endoscopique, une visite pré-anesthésique, et après une venue sur l'hôpital de jour. Donc, ça représentait 70 à 80 dossiers par jour sur la partie visite pré-anesthésique et hôpital de jour. Donc, quotidiennement, en fait, l'équipe faisait appel à moi parce qu'il manquait un dossier d'anesthésie. On en était même arrivé en fait, à reporter des actes parce que le dossier d'anesthésie n'était pas retrouvé. Donc là, je me suis dit, il faut arrêter vraiment, il faut arrêter cette perte de temps, ces allers-retours incessants entre l'endoscopie, les archives et l'endoscopie. Et il faut absolument moderniser, simplifier ce parcours, l'informatiser et puis profiter de l'arrivée d'Orbis, notamment Orbis Block, sur le plateau technique. Donc, le projet s'est mis en place en mai 2018 avec appui de la direction des soins et un portage médical fort, c'est important. Donc, le circuit en fait, du patient a été totalement revu, de la programmation du patient avec la création de fiches en fait, d'hospitalisation qui sont scannées sur Orbis jusqu'au parcours du patient en hôpital de jour. Donc, ce projet a nécessité bien sûr un travail de terrain énorme et un investissement auprès des équipes parce que finalement, avant, c'était pas bien, mais on met en place un nouveau circuit et finalement, avant, c'était mieux. Donc, voilà, il fallait trouver des ressources. Un travail en collaboration énorme avec mes collègues cadres sur les archives centrales et sur la consultation. Un travail aussi avec la cellule informatique. Et il y a eu une phase à partir du mois de juillet en fait, de saisie des données, de rattrapage des données des équipes, puisqu'on est passé aussi du logiciel Agathe pour les consultations d'anesthésie à Orbis. Et il a fallu également des négociations importantes avec l'anesthésie pour la consultation d'anesthésie informatisée, comme vous le savez, qui était quand même un enjeu majeur. Donc en octobre 2018, s'est mis en place le projet avec arrêt du jour au lendemain en fait, de la remontée des dossiers des archives. Aujourd'hui, ce projet est un succès sur le plateau technique. Alors, toute l'équipe a intégré cette notion en fait, de réflexe informatique, même un peu trop, parce que souvent les équipes maintenant me rétorquent que tout est sur Orbis. Oui, mais d'accord, mais encore faut-il vérifier quand même la présence des documents. Alors, l'équipe y a vu un gain de temps. On parlait tout à l'heure de qualité au travail. Ben justement, elle apprécie le fait de ne pas porter des dossiers lourds et d'avoir surtout un accès à l'information qui est facilité.
Alors l'écriture de ce projet a été assez simple finalement sur le papier, mais le plus complexe a été de le faire vivre au quotidien. Puisque le côté papier a toujours un côté rassurant pour les équipes, et très vite en fait l'équipe a mis en place des circuits un peu parallèles, détournés, comme un moyen détourné d'utiliser le dossier, la pochette sortie du patient, donc pour lesquels il a fallu lutter. Donc aujourd'hui, le circuit zéro papier a également des limites sur lesquelles nous travaillons toujours. Par exemple, il y a certains papiers comme le consentement du patient qui doivent encore être archivés, et on parle en 2019 en fait d'informatiser la fiche de traçabilité SSPI. Donc aujourd'hui, fort de cette expérience, on s'est dit pourquoi pas continuer. C'est parti. Donc en fait, il est mis en place à partir là de ce mois-ci sur la partie hôpital de semaine de gastro-entérologie, et à plus long terme, parce que c'est quand même ça un peu de travail aussi, sur la consultation d'annonces et l'infirmière de parcours sur la partie hospitalisation classique en gastro-entérologie. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Sophie. Le micro est là-bas. Gérald Martinez, c'est à vous. C'est donc nous parler de l'alimentation plaisir. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour. Donc, la difficulté d'un manager de santé est savoir comment améliorer la qualité de vie au travail et ainsi valoriser le personnel dans une routine de soins installée. Donc, comment développer de nouvelles activités et ainsi redonner l'envie, redonner du goût. Je vais vous présenter mon expérience sur l'hôpital Broca, établissement gériatrique sur 2 unités de soins longue durée, avec la mise en place de nouvelles organisations et d'activités pluriprofessionnelles autour de l'alimentation plaisir, et ainsi redonner goût au travail et le goût de vie aux résidents. Durant ces 3 minutes, pour vous donner l'envie et le goût de voter à ce sujet, dans un premier temps, nous aborderons le contexte, les objectifs, le QCCPTV et les résultats. Le contexte, la population en SLD a évolué depuis ces dernières années. La moyenne d'âge des patients a fortement augmenté et le vieillissement est désormais intégré de tous les professionnels. Les patients en SLD sont des patients polypathologiques, polymédicamentés, qui requièrent des soins techniques et relationnels, une grande patience et la créativité visant le maintien à l'autonomie. En SLD, l'organisation de la prise en charge des soins est psychologiquement et physiquement complexe et requiert du taylorisme. Néanmoins, le personnel est très motivé et très impliqué dans la vie du service. Autre point important, c'est l'existence dans l'unité d'une grande salle communautaire peu utilisée, permettant de faire des activités réunissant les résidents des 2 étages. Le projet, soutenu par la direction, le clan local et central, APHP, et l'accompagnement au changement dans un axe d'hospitalité avec la mise en place d'activités autour de l'alimentation plaisir tout le long de la semaine, la temporalité, avec des ateliers multiprofessionnels soignants-soignés. Ce projet répond à 4 grands objectifs. Tout d'abord stratégique, en répondant au projet d'établissement, et également de faire l'unité de SLD un endroit de vie. Bien sûr, un objectif médical, avec un axe nutritionnel, d'éveil de sens, et également contribuer à conserver des repères temporaires. Le 3e objectif est la création de valeur, en développant une collaboration multiprofessionnelle, médicale, paramédicale, aide-soignante et infirmière, rééducation, diététicien et EAPA, socio-éducative, animation et les jeunes volontaires du service civique, restauration hôtelière et associative avec les petits frères des pauvres. Valoriser les professionnels, les impliquer activement autour d'un projet innovant, les faisant participer à des colloques, formations, présentations actives, notamment au clan gériatrique APHP, et ainsi développer des compétences, leur créativité et un rapport de confiance avec les différents services. Mais surtout, développer une relation positive entre agents et cadres, permettant ainsi une meilleure performance générale et l'envie de collaborer différemment. Et enfin, un objectif de démarche qualité en améliorant la qualité de vie au travail, préserver la qualité des patients et bonifier la satisfaction et confiance des résidents et des familles. Ce projet alliant patients et professionnels est fondé sur 6 piliers. Le QCC-PTV, qualité, communication, convivialité, plaisir, temporalité, valorisation. En conclusion, ce projet a permis tout d'abord de rendre les résidents heureux, évitant ainsi l'isolement et proposant des moments de convivial et festifs, mais également de valoriser les professionnels en évitant l'épuisement et de relancer une dynamique,
de valoriser l'ESLD avec une meilleure image et en faire un endroit de vie. Et c'est avant tout un projet de coopération et de collaboration avec l'ensemble des cadres de rééducation, de restauration, d'animation et des partenaires des usagers, et surtout de lancer une dynamique en s'inscrivant et participant au label Hospitalité, où ce service a été le premier de l'unité gériatrique du GH labellisé avec un score à 96%. Merci de votre attention. Merci beaucoup, hein. Bravo. Bon, je voulais quand même que vous dire, non, j'ai un micro. Vous êtes tous les six, vous êtes formidables, hein, parce que on a été extrêmement pénible avec eux. On leur a dit le temps est des contraints, vous travaillez tout seul, sans PowerPoint. S'ils ont un peu en acquis, mais vous l'avez fait tous les six, je vous propose de les applaudir, parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment magnifique. Vraiment bravo, bravo. Vous pouvez même vous applaudir vous-même, hein. Franchement, c'est vachement bien ce que vous avez fait. Donc maintenant, vous allez pouvoir voter. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc vous avez 6 projets. Ah bah ouais. Et sur les 6 projets, vous pouvez en retenir 4. Donc ça veut dire que les 2 tiers des projets que vous avez vus là vont être retenus. Donc vous allez utiliser le système qui est marqué là. Vous allez voir, vous allez avoir 6 cases, projet 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous cochez 4 des 6 projets. Vous faites évidemment Enter valide. Les résultats vont être colligés pendant 10 minutes. Là, vous avez 10 minutes pour voter. Donc, vous laissez 10 minutes pour que vous puissiez voter, réfléchir un petit peu ceux que vous préférez. Est-ce que vous pourriez avoir après, vous pouvez nous donner après l'ensemble des projets, mais je pense que vous les avez en tête. Vous avez bien compris comment on fait. On vous laisse 10 minutes pour voter. Et ensuite, on écoutera le professeur Martineau. Donc, HTTP Slido. Mais normalement, vous l'avez déjà celui-là, hein. En principe, vous avez déjà servi pour faire des mots, normalement, pour faire vos mots-clés. Vous avez dans donc 98, 89. Non, mais prenez votre temps, hein. Vous êtes tranquille. En plus, vous avez 10 minutes au tout. Mais je pense que vous avez un petit peu de temps pour arriver à colliger. Donc, allez-y, vous faites joint. Et normalement, vous allez voir les 6 projets qui vont s'afficher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans l'ordre de présentation qui vous a été faite. Et donc, sur ces 6 projets, vous en cochez 4. On va vous redonner l'ordre. Alors, je vais vous redonner l'ordre. Comme ça, vous vous en souviendrez. Normalement, de toute façon, les projets s'affichent qui sont rédigés. Le premier, donc, c'est sur l'éducation thérapeutique des patients. Le deuxième, c'est sur l'arrêt de la simulation de l'arrêt cardio-respiratoire. Le troisième, c'est la prise en charge orthopédique. Le quatrième, c'est communiquer aux familles. Le cinquième, c'est zéro papier. Le sixième, c'est la nutrition. Voilà. Excusez-moi, ils sont tous là. OK, vous avez tous du coup. OK, donc là, vous avez 10 minutes pour voter. Je donnerai 1 minute avant pour vous dire que ça sera presque fini. Et après, on écoutera le professeur Martineau. Allez-y, c'est à vous de voter. Alors, on ne va pas faire durer trop longtemps le suspense, mais peut-être 2 mots avant de dévoiler les lauréats, à la fois sur l'innovation managériale et puis deuxièmement sur le travail qu'a mené le jury, qui a conduit à la présélection des 6 nominés que vous avez vus tout à l'heure. C'est difficile de parler d'innovation après ce que vient de présenter le professeur Martineau. Vous voyez au quotidien des innovations médicales et paramédicales de premier plan. Ce matin, on a parlé d'innovation numérique. Tout à l'heure, en parlant de qualité de vie du travail, on a parlé d'innovation managériale. Et il nous a semblé important, pour la 2e année consécutive, de mettre à l'honneur ces innovations managériales parce qu'elles sont à la fois plus difficiles à capter et en même temps essentielles. Plus difficiles à capter parce que l'innovation managériale, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est une capacité à avoir une idée, à faire adhérer les équipes, à entraîner les équipes et ensuite à ce que ça produise des résultats. C'est long, c'est éminemment humain, c'est moins scientifique probablement qu'une innovation médicale et donc ça demande des compétences, de la persévérance que vous mettez en œuvre au quotidien. Et puis, il nous a semblé important de la détecter déjà, et c'est l'objet de ces jurys, de ces trophées, pardon. Premièrement, de la valoriser, c'est aussi ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et puis, on parlait de la taille de la PHP et de l'effet taille dont on peut bénéficier. Quand il y a des innovations managériales aussi fortes que celles qui vous ont été présentées, je pense que notre enjeu collectif maintenant, c'est de les saisir et c'est de les diffuser tout au long de la PHP. C'est aussi ce qu'on veut faire à travers ces trophées. Alors, le jury s'est réuni lundi dernier. On était une dizaine de personnes, dont je réponds à la même question qui a été posée à François Crémieux ce matin pour le groupe département médico-universitaire, 3 cadres de santé qui n'ont malheureusement pas pu être avec nous ce soir, mais qui auraient été là sinon pour remettre les trophées.
Il y a eu 36 projets qui ont été déposés, tous d'une grande qualité. Et donc on a eu plus de 2 heures de délibéré extrêmement difficile pour en sélectionner 6. Et moi je voudrais juste, avant de passer la parole à Pierre-Emmanuel, qui va avoir le plaisir avec Gaïa Gans, qui était membre du jury, qui était directrice des ressources humaines à l'Est parisien et donc qui vient remettre avec nous les trophées. Je voudrais juste dire que la chose qui nous a le plus marqué, c'est la capacité qu'avait chacune des innovations qui étaient proposées à embarquer, à faire adhérer l'ensemble de l'équipe. Et c'est ça qui faisait plus qu'encore une fois que le sujet, que la manière dont ça avait été fait, que les résultats, l'innovation managériale au cœur de ce qu'on a voulu promouvoir. Merci Jérôme. Donc, moi j'ai le rôle sympathique de remettre avec Gaïa Gans les trophées aux 4 équipes lauréates. Je ne vais pas faire durer longtemps le système, sinon je serais beaucoup moins sympathique dans ce rôle-là, si ce n'est quand même pour remercier les 6 nominés qui, je pense, ont eu toute leur force de conviction pour nous montrer à quel point c'est important non seulement d'innover au quotidien, mais de le transmettre à l'ensemble de la PHP. Et j'espère que c'est justement une des forces de la PHP et de la nouvelle APHP que de disséminer toutes ces belles innovations managériales. Innovation cette année aussi, on ne classe pas les projets. Donc je vais appeler sur scène les 4 équipes lauréates en même temps, qui viendront donc, les équipes et pas seulement ceux qui ont présenté les projets, car si vous êtes plusieurs de la même équipe à avoir participé au projet, venez tous sur scène. Et donc on les remet en même temps et je vous propose de les applaudir une fois que j'ai donné la liste des 4 projets. Alors, je ne suis pas encore au 0 papier, contrairement au service de gastro-entérologie de Cochin, mais je vais du coup me servir de cette petite feuille pour donner la liste des lauréats. Donc, les lauréats sont l'équipe qui a mis en place l'éducation thérapeutique pour les soignants à Bichat, Dr Lucie Cabrejo. Deuxième projet, celui des ateliers de simulation d'arrêt cardio-respiratoire au sein de l'unité d'hospitalisation conventionnelle à Saint-Louis, l'équipe d'Élodie d'Abril. Troisième projet lauréat, communiquer, c'est soigner, Anne Necker, promouvoir la communication aux familles en interdisciplinarité. Et dernier projet, celui des hôpitaux Paris-Centre Cochin, le fameux 0 papier en consultation de gastro-entérologie et en PTA. Bravo à toutes les équipes et je propose qu'elles nous rejoignent sur scène. Ouais. C'est pour communiquer. Voilà. Bravo. Merci. Je ne sais pas tomber. Merci. Et on les applaudit une nouvelle fois. Merci à toutes pour ces très beaux projets et transmettez-les vraiment à tous et toutes. Merci beaucoup. Pour les photos, je crois qu'on a un petit corner là-bas. Donc je crois qu'il va y avoir quelques photocalls pour les lauréats et les lauréates. Merci beaucoup. C'est donc ici sur la droite. Hein. C'est bon ? Bien, il nous revient avec Pierre-Emmanuel de conclure. On va faire évidemment vite parce que vous avez passé une longue journée de débat. Moi, je voudrais juste partager avec vous 4 convictions qui ont été renforcées tout au long de la journée et puis 2 séries de remerciements. La première conviction, et je crois que vous l'avez montré et on l'a montré au fur et à mesure des échanges, c'est que la transformation, elle ne se décrète pas et que la transformation à la PHP, elle ne fonctionnera que si vous en êtes les porteurs,
les ambassadeurs, les relais. C'est ce que vous faites au quotidien. Et ça me paraît encore plus évident à l'issue de cette journée que nous avons vécue. Le deuxième élément, et l'intervention du professeur Martineau le montrait bien, et vous avez dans la plupart de vos interventions montré aussi, c'est que tout n'est pas rose. L'idée n'est pas de repeindre en rose la vie que nous menons. Vous avez effectivement des difficultés qui sont au quotidien, et je crois que c'est important que des échanges comme celui-là permettent de les remonter. Troisième conviction, on a un enjeu collectif à expliquer le sens, à expliquer le pourquoi. C'était particulièrement intéressant ce matin quand on a parlé des groupes hospitaliers, des départements médicaux universitaires, sur lesquels la plupart d'entre vous, dès le départ, ont dit « mais pourquoi on fait ça ?» Et je pense que c'est un élément extrêmement important qu'on a tous apporté, c'est commencer par le sens, qui est évidemment l'élément le plus important. Et puis la quatrième conviction, c'est le sens des responsabilités et la maturité des débats que nous avons eus. Je crois que la plupart des échanges qui sont intervenus en table ronde ont considérablement enrichi la transformation que nous menons. Je prendrai un seul exemple, quand sur la transformation numérique, vous êtes extrêmement nombreux à avoir insisté sur l'importance de la formation. C'est évidemment quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Deux remerciements pour finir. Le premier, c'est à chacune et chacun d'entre vous, bien sûr pour votre participation aujourd'hui, mais surtout pour le travail que vous menez au quotidien et qui fait la fierté de la PHP. Et puis, un remerciement pour l'équipe d'organisation du Congrès des cadres, les équipes de la direction des ressources humaines et de la direction de la communication, et notamment Laetitia Lavigne, Aurélie Hermont et Barbara Alfondari. Et j'en rajoute un pour notre animateur qui s'est dépensé sans compter aujourd'hui et qui a en plus respecté le timing. Je me joins bien entendu au remerciement de Jérôme. Un congrès des cadres, c'est fait pour poser les problèmes, et vous les avez posés. C'est aussi fait pour se projeter. Jérôme l'a dit, la transformation, ça ne se décrète pas, mais c'est fait aussi pour que ça suscite des débats. Et donc je fais juste un coup de pub, et ce sera le dernier mot de ce congrès, pour rappeler, qu'on consulte sur les DMU. Et il faut, François Crémieux l'a dit, que vous participiez à ce débat. Je vois déjà qu'on est en train d'éteindre les lumières, donc je vais aller très très vite. Mais c'est peut-être à cause de moi, parce que comme je suis notamment en charge des finances, je fais en sorte que ça coûte le moins cher possible. Mais vraiment, on a cette consultation DMU, participez en force, dites à vos équipes de participer à ce débat sur les DMU. Et puis on a aussi le questionnaire QVT avec les tests qui sont en cours d'être opérés. Là aussi, soyez volontaires, et ça nous permettra de généraliser toute cette démarche QVT pour l'année prochaine. Et je n'oublie pas, même si ça a été soufflé par le directeur général, que nous avons débuté les élections professionnelles depuis ce matin, 6 h du matin. C'est parfaitement organisé, comme nous le dit régulièrement Sylvain Ducrot, et on a jusqu'à jeudi soir. Donc mobilisez-vous, pas seulement pour les DMU et la QVT, mais aussi pour les élections professionnelles. Merci à tous.